Allez, on continue dans ces séquences Pure Blog spéciales, le 100e, pour parler encore un petit peu de journalisme, parce que c'est vrai que les médias traditionnels sont quand même mis à mal, c'est le moins qu'on puisse dire, avec l'arrivée d'Internet comme étant vraiment un support à part entière. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est un canal en plus sur lequel il y a moyen d'exprimer, il y a moyen de diffuser de l'information, et surtout, ce sont des tubes qui ne sont plus à sens unique, ce sont des tubes maintenant qui sont à double sens. Et ça change quand même méchamment la donne, n'est-ce pas, Denis? Toi qui, professionnellement parlant, tu vis du web depuis un bon bout de temps et tu réfléchis un petit peu à tout ça. Il y a eu des grands événements sur le web ces derniers temps, et ça on s'en rend compte à chaque fois. Quand il se passe quelque chose dans la vraie vie, les blogs et Internet croient et bruissent de centaines de billets qui sont écrits sur ces choses-là. Ça a été le cas avec la tuerie à Virginia Tech, ça a été le cas avec le tsunami. Comment est-ce que toi tu perçois avec les élections françaises? Ouais, tout simplement, je dirais que la discussion de café qui ne laissait aucune trace il y a 10 ans, elle se retrouve exprimée sur des forums, des blogs personnels, enfin tous ces moyens qui sont à notre disposition. Je dirais médias à part entière, la question peut se poser pour les médias qui existaient avant le milieu des années 90 et l'irruption du web dans l'arsenal d'outils de diffusion de l'information. Il y a depuis lors des initiatives purement web de diffusion de l'info qui, en tout cas sur le marché belge, taille des croupières aux médias installés. Donc on peut penser à 7 sur 7 qui s'est installé facilement. Oui, les médias installés comme les journaux par exemple se vengent même, on l'a vu avec l'affaire Copy Press contre Google. Il y a aussi une espèce de petite friction entre les deux médias, l'ancienne et la nouvelle école. Oui, il y a en tout cas un questionnement sur la possession du contenu. Est-ce que ça appartient aux journalistes? Est-ce que ça appartient à la société qui édite les journaux? Est-ce que ça appartient toujours à cette société une fois que c'est diffusé sur le web? Quels sont les outils à disposition pour contrôler cette diffusion? Diffusion qui on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, je pense, parce que l'actu est brûlante à ce niveau-là. Il y a un accord qui a été signé cette semaine-ci entre justement Google et les journaux. Thomas, toi qui es étudiant en journalisme, tu termines tes études, comment est-ce que tu vois ton avenir? Comment est-ce que tu vois ton métier, tout simplement, quand on voit par exemple des initiatives comme Agoravox, comme Rue 89 qui sont avec des anciens de Libération, c'est des journalistes d'un média installé qui disent nous on veut sortir de ce carcan-là et on va sur le web, c'est un peu ça ta démarche. Oui, exactement. Mais je pense que paradoxalement, le web est très réactif par rapport aux nouvelles news, etc. Mais je trouve aussi que son énorme avantage, c'est justement de ne pas devoir être réactif par rapport à l'actu. On voit une télé traditionnelle, elle doit faire du direct, du news, pas toujours pertinent. On a vu, prenons le cas archétypal du 11 septembre, où on a fait du 24 heures sur 24 pour finalement rien dire parce qu'on ne savait rien, en gros. Donc on a des spécialistes de poil qui ont rien raconté. Sur le web, maintenant l'utilisateur devient très exigeant. Il peut mettre des commentaires, dire là mon gaga, ton information, c'est faux. Moi je suis dans telle entreprise, machin, je peux te donner les chiffres. Tu as faux. Donc ça, c'est une espèce d'autorégulation en fait par les commentaires notamment. Mais c'est énorme maintenant. Le journaliste, il n'est plus à écrire son papier derrière son PC, envoyer ça dans le journal et puis éventuellement par un courrier des lecteurs qui pourrait peut-être tomber sur le bureau du rédacteur chef. Maintenant c'est en direct, il voit quelqu'un qui peut lui dire là tu t'es gouré, et c'est tous ces internautes qui le voient. Donc sa crédibilité, je pense justement que l'information va être de plus en plus crédible. Maintenant, la grande question va être de savoir comment vivre de ça, parce que qui va investir là-dedans? Qui va investir dans du, entre guillemets, journalisme de qualité, d'investigation, où on prend le temps d'exposer des idées, des choses? Je serais très curieux de voir si quelque chose comme Rue 89 va fonctionner, va gagner de l'argent. J'avoue. Les intentions sont bonnes. Enfin, généralement, on se rend compte que les gens qui se mettent sur le web, c'est des passionnés. Ces journalistes-là de l'IB qui sont, c'est ça, des passionnés. Les mecs qui sont derrière New Assignment aussi, qui a été cette initiative de Jay Rosen, professeur d'université aux États-Unis, qui décide de dire, ben voilà, on va enquêter, on va investiguer sur des nouveaux événements parce que vous demandez qu'on investigue dessus et vous allez nous rémunérer pour le faire. Le micro-paiement aussi est quelque chose auquel on pense beaucoup pour les années à venir. Dernière réflexion, Denis, par rapport à ça, justement, comment est-ce que les médias traditionnels vont accepter le fait que des amateurs rentrent dans le jeu? Est-ce qu'ils doivent les accepter? Est-ce qu'ils doivent les prendre avec eux ou est-ce qu'ils doivent maintenir une distance? Je vais leur laisser leur stratégie. Ce que je peux dire, c'est qu'ils peuvent plus l'ignorer, et ce qui est
en tout cas intéressant de voir, c'est que nombre des grands médias copient des initiatives, soit par le lancement de plateformes de blogs, soit par l'ouverture aux commentaires. Pour revenir au business model, je pense que seuls ceux qui auront du succès et qui attireront suffisamment l'attention pourront survivre, et que les autres le feront pro déo et par la passion. Mais ça, il faut oser. Il faut aussi oser, oui. À un moment donné, il faut tenter le coup, quoi. Et ça, on se rend compte que ceux qui ne le font pas suffisamment tôt, c'est difficile de récupérer après la chute des ventes papier. Oui, ce qui est notable, par exemple, c'est quand il y a des études ou des analyses qui sont faites sur les médias digitaux, le seul média digital francophone cité dans le monde, c'est Le Monde. Voilà, c'est exemplaire. Et il faut souligner aussi que les amateurs créent, le problème c'est que les amateurs créent du contenu de qualité, et c'est ça le vrai souci, c'est pas amateur dans le sens... qui rentre en concurrence des vrais journalistes en mettant tout ça entre guillemets. Voilà, on va s'écouter The Fred, Limp Bizkit et Saint-André sur PNFM. Dans notre vie de tous les jours, on est connecté de plus en plus à Internet, d'ailleurs grâce à son téléphone mobile, et ça Alex, c'est ton rayon. Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué au cours de l'année écoulée au rayon des mobiles? Ben écoute, la connectivité, je pense, c'est un des gros points forts pour l'instant. C'est la 3G, c'est ce qui te permet d'être en contact avec d'autres services que ceux fournis sur ton GSM et le matériel que tu as à ta disposition. Ça te permet de te connecter à d'autres applications, de partager des choses, d'avoir des informations là où tu es. Voilà quoi, c'est vraiment ça qui... Oui, c'est ça, c'est le fait d'être connecté à Internet. Exactement, oui, tout à fait. Comme on est connecté à un réseau, les GSM ne servent pas qu'à envoyer des SMS et à téléphoner. Tout à fait. Emiche, toi, t'es un bidouilleur derrière ton blog, t'as réussi à nous faire des trucs avec ce qu'on appelle du géotagging. Ça c'est génial. Oui, exactement. Ça sert à quoi en fait le géotagging? Pardon? Le géotagging, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à savoir où on écrit un billet, et puis on peut savoir par exemple, tiens, ça s'est passé là, ou ça va se passer là. C'est ça, c'est de la géolocalisation. Et en fait, maintenant, avec les GSM, par exemple, je prends une photo avec mon GSM, et bien le GSM tout seul dit, voilà, la photo a été prise à cet endroit-là, en fait. Oui, si on a un GSM par exemple qui est équipé de GPS, c'est des informations qui peuvent être mises ensemble. Dans le fichier EXIF, quoi. Oui, voilà. Donc, fichier EXIF, c'est là où toutes les informations sont stockées, l'obturation, la taille, enfin toutes les choses qui sont bonnes à savoir pour ceux qui aiment bien faire la photo. Mais il y a toutes ces informations, la date de prise de vue, etc. Et maintenant, on s'est ajouté une position satellite. Donc voilà, comme ça on sait où a été prise la photo, on se dit tiens, c'est beau ce monument, c'est beau pour des visites ou je sais pas. Et on sait voir où ça se trouve. D'où l'intérêt de faire des liens avec des services comme Flickr, par exemple, tout à fait, qui va aller reprendre les données GPS si on les a dans l'EXIF et qui va placer les photos sur une carte. Et on peut même, si on n'a pas de GPS comme à mon avis la majorité des gens, prendre des photos et les déposer simplement une carte et voilà, c'est géotagué. Oui, c'est là que ça devient bien avec Internet, c'est que justement on se retrouve avec des applications qui sont croisées. Qui se croisent, qui au départ n'étaient peut-être pas forcément censées se retrouver et qui là se retrouvent dans ta pratique à toi. Comment est-ce que tu vois les choses dans les mois qui viennent? Jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir pousser ça? Je crois qu'on va pouvoir pousser ça très loin. Donc, par exemple, on a les GSM, ils sont de plus en plus équipés de GPS. Au niveau publicitaire, par exemple? Au niveau publicitaire, donc on se trouve à un endroit où on s'abonne à un service et qu'on reçoit par exemple des publicités ou des informations relatées à l'endroit où on se trouve. Donc un jour je me balade en rue et puis je reçois un SMS qui me dit dans la prochaine boutique à ta gauche, réduction de 15 € sur ton jeans. Par exemple, pourquoi pas. Mais il y a... Pas spécialement commercial, en fait on peut imaginer que je vais arriver dans une station de STI pour prendre mon métro et je vais regarder, hop, ligne 1, 5 minutes de retard. C'est justement un truc comme ça que je suis en train de développer en ce moment. Mais sinon, par exemple, on a Wikipédia qui de plus en plus a donc les articles sur Wikipédia qui ont une géolocalisation attribuée. Ça grandit de plus en plus le nombre d'articles. Il y a même un projet séparé qui reprend toutes ces informations-là, qu'on peut utiliser, qu'on peut injecter dans une base de données et qu'on peut ensuite aller placer sur les cartes et tout ça. Bien, je pense en tout cas que le meilleur reste à venir. Tout à fait, la connectivité. On n'a encore rien vu. On en reparlera encore très certainement. Allez, pour rejoindre 18h, on va s'écouter les Club Fluorens, c'est Yes sur PFM.